Lorsqu'on arrive sur un moteur de recherche, c'est des gens qui cherchent des produits. Chez nous, on a tendance à dire, sur nos plateformes, c'est les produits et les marques qui vont chercher des gens. Qui vont trouver le consommateur. Voilà, qui vont trouver le consommateur. Et je trouve que ce concept vraiment de commerce de découverte est assez fort. Et je pense qu'on a tous des expériences de découverte de marques ou de produits sur Facebook ou Instagram qu'on n'avait pas forcément considérées. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Réseau social, l'e-commerce, comment cela fonctionne-t-il? Quelles sont les opportunités pour les vendeurs? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Cavaroc, Business Director Retail et e-commerce de Meta en France. Pour commencer, nous allons redéfinir le concept de social commerce avant d'entrer dans la proposition de valeur de Meta pour les retailers, les marques et les e-commerçants. Bref, comment Facebook, Insta, WhatsApp sont-ils devenus des outils au service du commerce? Vous le savez, la distribution change de visage, le live shopping entre de plus en plus comme une solution de vente. Alors quel rôle les réseaux sociaux jouent-ils dans ce changement? Nous poursuivrons avec un sujet de prospective pour répondre aux questions: comment les réseaux sociaux vont-ils évoluer? La collaboration entre réseaux et commerce suivra-t-elle les exemples chinois? Et là, je pense entre autres à WeChat, ou encore comment le Metaverse va transformer le commerce. Enfin, nous découvrirons un business case pour illustrer concrètement la proposition de valeur de Meta. Mais avant de commencer, Guillaume, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Cyril, donc je suis Guillaume Cavaroc. Je travaille depuis 13-14 ans maintenant. J'étais diplômé de l'ESCP en 2009. Et puis j'ai commencé dans le conseil, comme beaucoup de gens qui savent pas trop quoi faire en sortant d'école. Et puis j'ai beaucoup aimé ça. J'y suis resté 8 ans, principalement chez Roland Berger, où j'ai travaillé dans pas mal de secteurs, mais sur la fin, sur les dernières années, je travaillais beaucoup dans la grande conso, grande distrib, notamment pour des fonds d'investissement. Et puis fin 2016, j'ai souhaité réorienter un petit peu ma carrière, et puis c'est là où j'ai eu l'opportunité à l'époque de rentrer chez Facebook. Tu vas nous le dire, ouais. Voilà. Mais avant, je reviens 2 secondes sur ton parcours en conseil. Effectivement, tu le disais justement, c'est une suite assez logique après une formation commerce, de poursuivre finalement son apprentissage dans le monde du conseil. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là? Parce que 8 ans, c'est plus de la moitié finalement de ton expérience professionnelle. C'est quoi? Tu repars avec quoi comme bagage? Au-delà de tout le classique, donc on voit beaucoup d'industries, on voit beaucoup de clients, on voit beaucoup de problématiques. Moi j'ai fait des programmes à la fois de réduction de coûts, des programmes d'expansion internationale, des build-up de sociétés dans des cadres de rachat, d'M&A ou autres. J'ai fait des plans de transfo et tout, donc ça c'est le truc classique. Je pense que plus important, c'est de se dire, ça c'est des sujets, on va dire, mais en fait c'est autant derrière de personnes et de typologie de personnes. Et aujourd'hui, même si on travaille, moi je vais l'expliquer après, mais je travaille dans le retail et dans le e-commerce, il n'y a pas un retailer qui se ressemble, il n'y a pas un e-commerçant non plus. Et donc avoir aussi cette finesse dans l'approche, arriver à comprendre les enjeux de chacun qui ne sont pas forcément les mêmes, ça m'aide pas mal aussi au quotidien pour vraiment amener le niveau de
de conseil et de support le plus personnalisé en fait à chacun de mes clients. Ouais, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est finalement c'est la diversité de ce que tu as pu voir qui... Et l'aspect un peu soft. On parle toujours du conseil en mode hard skill, méthodo, on travaille beaucoup, on sait formater des approches, une due diligence, c'est toujours la même chose, tac, tac, tac. Oui, évidemment, et ça aide d'ailleurs. Aujourd'hui, la plupart de nos annonceurs, en tout cas les gros, sont assez matures. Ça veut dire qu'en fait, on va les accompagner sur pas mal de sujets, donc on monte avec eux ce qu'on appelle un peu des roadmaps stratégiques. Et construire ces roadmaps stratégiques, c'est un peu différent de faire du marketing digital il y a peut-être 5 ou 10 ans, où c'était assez centré sur de l'acquisition, des choses entre guillemets un peu plus simples. Là, aujourd'hui, on accompagne vraiment nos annonceurs dans leur transformation digitale. Donc, ça veut dire qu'on parle à peut-être, je sais pas, une dizaine de départements différents, à la fois au CRM, à la data, à la marque, au digital, au service client, lorsqu'on va parler des messageries ou autres. Et ça s'organise un petit peu. Donc, j'ai essayé aussi... Le plus possible de donner un peu ces méthodes de travail à mes équipes pour vraiment les mettre dans une optique de je développe des partenariats stratégiques avec mes clients pour les aider à les transformer dans le digital et à transformer petit à petit leur business via, bien sûr, de manière assez humble, les plateformes Meta. Qu'est-ce qui finalement t'a motivé à changer pour intégrer ce réseau social, Facebook à l'époque, Meta aujourd'hui? C'était quoi ta lettre de mission et pourquoi ça t'a fait envie finalement d'aller... C'était exactement ça. Moi, quand je suis arrivé chez Meta, pour la faire simple, je connaissais rien à la pub, rien aux médias et entre guillemets pas grand-chose au digital. C'est là, on est fin 2016. Et ce qui m'a beaucoup plu à l'époque, lorsque j'ai échangé avec les gens de Meta, dont Laurent Soli, qui est le patron aujourd'hui de l'Europe du Sud, c'était vraiment ça, c'était de se dire... Aujourd'hui, et encore plus dans les années qui vont venir, notre rôle vis-à-vis des grands annonceurs, et donc dans mon cas, des grands annonceurs du retail et du e-commerce, il va évoluer parce que notre offre, aujourd'hui, elle est de plus en plus large. C'est plus uniquement Facebook, c'est Facebook et Instagram. C'est plus uniquement Facebook et Instagram, c'est WhatsApp et Messenger. On va en parler aussi peut-être, tu as cité le métaverse dans l'intro, on a également du hardware, du Oculus. Donc en fait, demain, on aura besoin plus simplement de gens qui accompagnent les annonceurs sur comment acheter de la publicité sur Facebook. On va avoir besoin d'équipes qui vraiment accompagnent les annonceurs sur comment est-ce que l'ensemble de l'écosystème Meta participe à la transformation digitale des retailers et des e-commerçants. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie et que j'ai commencé à construire. Et aujourd'hui, on a une équipe de 12 personnes en France qui accompagnent les grands annonceurs. Et c'était vraiment ça, la lettre de mission. Ouais, c'est une belle lettre de mission. Merci pour cette présentation. Je le disais en introduction, je crois qu'il y a un concept qui est important de définir, enfin surtout de redéfinir, et puis surtout pour avoir le point de vue de Meta, le social commerce. C'est quoi ? C'est une très bonne question parce que justement à chaque fois qu'on me demande ça, qu'on me dit il faut qu'on parle ensemble social commerce, je commence toujours par demander à la personne en face qu'est-ce que tu entends, parce qu'il y a presque autant de définitions de social commerce que de personnes. Moi, de manière assez simple, j'ai tendance à dire c'est vraiment l'utilisation des réseaux sociaux à des fins de business. Donc à des fins de faire des ventes, que ce soit d'ailleurs des ventes en ligne ou des ventes en magasin. Donc l'utilisation de tous les réseaux sociaux, pas uniquement ceux de Meta. Évidemment, il y a d'autres réseaux sociaux qui existent. Et c'est vraiment ça. Et surtout, en fait, évidemment, la partie, ce qu'on appelle organique, tout ce qui est le community management, aujourd'hui est toujours important, mais représente une toute petite partie, en fait, du champ des possibles qu'offrent les réseaux sociaux. Donc, évidemment, la partie organique continue à être assez clé, notamment la modération des pages, des commentaires, etc. Mais aujourd'hui, vraiment, la puissance des réseaux et ce sur quoi nous, on accompagne, c'est vraiment la partie médiatisation, la partie publicité personnalisée qui va permettre de développer justement ce business en magasin en faisant du drive-to-store, en e-commerce avec les produits qu'on développe sur le e-commerce, qui va permettre de construire une marque en parallèle des médias classiques comme la télé. Il y a la notion de communauté quand même dans le social commerce. Oui, il y a la notion de communauté, mais en fait, cette notion de communauté, elle est à la fois très forte et il faut également aussi ne pas la considérer comme
comme le seul moyen de faire du business. C'est très important pour une marque aujourd'hui, par exemple, d'avoir des communautés fortes sur Instagram ou autre. Mais aujourd'hui, se dire c'est cette communauté qui sont mes clients et qui achètent, c'est une énorme erreur. Le business potentiel, le marché adressable, si on revient un petit peu au jargon du conseil, pour une marque, il est bien plus large que sa simple communauté. Donc sa communauté, ça peut être un cœur, ça peut être un noyau, voilà, c'est le premier cercle. Des prescripteurs, en quelque sorte. Exactement, c'est des gens. Mais si ça se trouve, ma communauté, elle compte pour, je sais pas, 5, 10, 20, 30% de mon business. Et au final, Mais elle a un rôle dans le commerce, cette communauté. Parce que finalement, quand elle est convaincue de la proposition des produits que vend le retailer, elle va elle-même faire sortir de ce cercle le produit, le faire connaître et jouer un rôle. C'est pour ça que je parlais de prescripteur. Ouais. Mais tu vois, cette notion de communauté, elle va être très forte dans certains... Enfin, elle est forte dans tout ce qu'on appelle, nous, les verticales ou les sous-secteurs, mais évidemment qu'elle est encore plus forte lorsqu'on parle de beauté, de cosmétique, de fashion ou autre. C'est aussi important dans l'alimentaire, mais forcément, ce sont des marques qui sont moins affinitaires que des grandes marques de fashion ou autres. Et donc, typiquement, lorsqu'on va parler de communauté, pour un Carrefour, un Intermarché, un Leclerc ou autre, c'est autant sa base de followers que sa base de clients, ses encartés. Il y a chez les grands que je viens de citer, souvent les programmes de fidélité, c'est plus de 10 millions de personnes qui sont encartées. En fait, cette donnée-là, cette communauté-là, elle a également une très forte valeur. Et je peux être client Carrefour et ne pas suivre Carrefour sur Instagram. Et dans l'autre sens également, je peux ne pas être client Carrefour, mais suivre la marque parce que j'aime bien ou je suis intéressé sur le contenu qui publie. Donc c'est très important, mais il ne faut vraiment pas se restreindre uniquement à ça, parce qu'en fait aujourd'hui le sujet est beaucoup plus large. Et on va voir qu'on parle notamment, lorsqu'on parle de business, on parle autant de CRM et d'activer les communautés de clients actuels que d'acquisition de nouveaux clients. Par exemple, l'acquisition de nouveaux clients, par définition, c'est des gens qui ne sont pas encore dans ma communauté ou pas encore dans mes fichiers. Oui, alors ça, c'est bien la notion. En fait, ce que tu décris porte beaucoup sur l'aspect social dans social commerce. Est-ce que le commerce, vous l'entendez sur la plateforme, ou est-ce que c'est une redirection vers le site ou l'app du client? Dans quelle mesure ça s'imbrique entre les plateformes? Ouais. Non, alors c'est une bonne question. Peut-être juste en amont, une petite pour terminer sur la partie du social commerce, je pense qu'il y a un truc qui est assez intéressant, c'est la vision qu'on a chez Meta du commerce. On utilise souvent, en anglais on appelle ça le discovery commerce, c'est ce que j'appelle moi le commerce de découverte. Et je le mettrais ce que je vais appeler le e-commerce traditionnel. C'est un petit peu le principe de j'ai un besoin, je vais chercher mon produit, je trouve une offre, je vais sur un site ou une app et je l'achète. Aujourd'hui, notre vision du commerce, ce fameux commerce de découverte, ça va un cran plus loin dans le sens où on essaye de pas uniquement répondre aux besoins des consommateurs, mais d'aller les anticiper. Et même les générer, créer ces nouveaux besoins. Et ça, c'est ce que la publicité personnalisée aujourd'hui permet. Donc en fait, en synthèse, c'est de se dire, le e-commerce traditionnel, j'ai besoin d'un produit, je le cherche, je le trouve. Le commerce de découverte, c'est les produits qui vont venir à moi. D'accord. Donc on a tendance à dire, en fait, sur nos plateformes, Facebook et Instagram, lorsqu'on arrive sur un moteur de recherche, c'est des gens qui cherchent des produits. Chez nous, on a tendance à dire, sur nos plateformes, c'est les produits et les marques qui vont chercher des gens. Qui vont trouver le consommateur. Voilà, qui vont trouver le consommateur. Et je trouve que ce concept vraiment de commerce de découverte est assez fort. Et je pense qu'on a tous des expériences de découverte de marques ou de produits sur Facebook ou Instagram qu'on n'avait pas forcément considérées. Si j'ai besoin d'acheter une perceuse, a priori, je vais aller sur un moteur de recherche ou directement sur le site d'un marchand que je connais, le chercher et puis trouver celle qui me convient le mieux. A priori, si je vois une photo de perceuse sur Instagram mais que j'en ai pas besoin aujourd'hui, il y a peu de chances que ça me déclenche une envie d'en acheter une. Par contre, dans plein d'autres secteurs, on sait que il y a certains besoins, mais beaucoup de besoins sont à venir, quoi. Donc ça c'est un peu notre vision du commerce. Maintenant, en effet,
comment ça se passe directement sur nos plateformes ou à l'extérieur de nos plateformes? Aujourd'hui, en tout cas en France, on n'a pas ce qu'on appelle le checkout, c'est-à-dire le paiement natif, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, voire même sur les plateformes de messagerie comme WhatsApp. C'est disponible depuis un certain temps aux États-Unis et en Amérique du Nord. C'est-à-dire vous avez la possibilité sur Instagram, vous voyez un produit vendu par Nike, Walmart ou autre, vous avez la possibilité de cliquer dessus, tout en restant dans la plateforme. Vous rentrez une première fois vos coordonnées de paiement, vos coordonnées bancaires, une première fois vos coordonnées de livraison. Vous avez la possibilité ensuite de les préenregistrer. Donc là, à partir du deuxième achat, vous aurez pu aller rentrer, vous aurez simplement un clic à faire, et de passer directement votre commande sur Instagram. Et nous, derrière, Instagram, on envoie la commande au marchand. On ne devient pas aux États-Unis une marketplace ou autre, on ne tire pas ça. On envoie simplement, on est simplement un intermédiaire. Mais vous gérez le flux de paiement. Et alors l'ODR, c'est opéré par des partenaires comme PayPal ou autres qui vont en effet opérer le paiement. Ça, en France, c'est pas disponible aujourd'hui. Donc, le paiement se passe, entre guillemets, sur l'application ou sur le site marchand. Et donc, nous, on fait une redirection vers ces sites externes. Et il y a possiblement l'arrivée de cette fonctionnalité d'intégration d'une partie du catalogue. C'est comme ça que je le comprends. Finalement, c'est peut-être les têtes de gondole ou les produits dont on fait la promotion qui seront accessibles sur le checkout inside de la plateforme. Quand ça arrivera en France, et on n'a pas aujourd'hui de date, ce sera a priori disponible pour l'ensemble des produits, pour l'ensemble du catalogue. Aujourd'hui, les grands marchands, ils ont d'ores et déjà tout leur catalogue produit sur nos plateformes. D'accord. Si je prends Carrefour, Cdiscount, La Redoute ou autres, ils ont... Mais le checkout, il portera sur tous les produits. Ouais, la techno, le checkout, en gros, une fois qu'il est disponible, il est disponible sur tout le catalogue, catalogue produit. En tout cas, tous les tests qu'on fait aux États-Unis, c'est sur l'intégralité, ouais. Du coup, c'est une bonne passerelle pour parler finalement de l'ensemble de vos outils qui aujourd'hui existent. Alors, on va parler de ce qui existe aujourd'hui en France. On en a cité 3, enfin du moins j'en ai cité 3 en intro, c'est les 3 qui me sont venus, j'avais oublié Messenger. C'est donc Facebook, Instagram et WhatsApp. Comment ces outils deviennent, ces plateformes en fait deviennent des outils pour les commerçants. Comment ils font pour utiliser WhatsApp, qui est avant tout un outil de messaging qui est utilisé par les consommateurs quelque part. Comment il vient s'intégrer dans la relation entre une marque, un retailer et ses consommateurs? Ouais. Alors, nous, évidemment, Meta aujourd'hui, c'est les 4 plateformes que tu viens de citer. Mais on rentre en fait assez peu dans nos discussions par l'approche plateforme directement. On commence juste par le besoin. C'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire sur nos plateformes. Et c'est là où, si on simplifie un petit peu, va y avoir en gros 4 gros sujets qu'on travaille avec nos clients. Le premier, c'est ce qu'on appelle le haut de funnel, c'est celui vraiment de la marque. L'importance, et on l'a vu notamment pendant le Covid, on le voit aujourd'hui que c'est de plus en plus important pour les e-commerçants qui traditionnellement étaient très héroïstes et leurs investissements étaient très orientés vraiment sur ce qu'on appelle le bas de funnel. La et transfo. on les voit, voilà exactement, la transfo, et on les voit remonter. Parce que c'est important aujourd'hui, avec le développement des marketplaces, la prédominance d'Amazon, de savoir pourquoi on achète chez un e-commerçant plus que l'autre. Et chez les retailers, on va dire plus traditionnels, historiquement, que ce soit dans la grande distrib alimentaire ou spécialisée, la marque a toujours été très importante. C'est pour ça que tu es des gros consommateurs, notamment de télé ou autres, dans le passé. Donc ça, c'est souvent un des premiers sujets, c'est mon haut de funnel, comment est-ce que je peux travailler. Et là, bon, évidemment, là, on ne parle pas trop des messageries sur comment je travaille ma marque, ça va être Facebook, Instagram. Alors, évidemment, on ne travaille pas forcément pareil sur les 2 plateformes, mais ça, j'ai envie de dire... On va parler d'émotion, de notoriété... Ouais, là, on va vraiment communiquer sur les valeurs de la marque. On a vu pendant le Covid, beaucoup, évidemment, communiquer sur les engagements sociétaux, les engagements solidaires. On parle de plus en plus, du coup, de RSE et du E de RSE. Qu'est-ce que je fais pour l'environnement? Un Carrefour qui raconte ce qu'il fait sur la transition alimentaire, des initiatives pour supprimer
le plastique, voilà, toutes ces choses-là, ou alors tout simplement même vraiment pourquoi je suis made in France, en gros comment est-ce que je me différencie de mes concurrents. Et ça se travaille en effet principalement, tu l'as dit, il y a souvent de l'émotion derrière, ça se travaille beaucoup en vidéo. Aujourd'hui, la vidéo sur Facebook, c'est 50% du temps passé sur la plateforme. Donc c'est assez énorme. Les formats de vidéos courts qu'on appelle les Reels, aujourd'hui c'est 20% sur Instagram. Donc ça, la vidéo, très souvent, c'est pour travailler la marque. Et là, nous, on accompagne les annonceurs notamment sur l'aspect créatif. C'était ça que je voulais voir avec toi, parce que l'accompagnement technique, c'est la mise à disposition du canal de communication, c'est une chose, mais il faut produire un contenu qui finalement s'adapte à ce canal. C'est ça. Et en fait, on a même tendance à dire, avant on se disait, il faut évidemment pas reproduire un spot télé sur un réseau social. Un spot télé, c'est horizontal, un mobile, parce qu'aujourd'hui, on est quasi exclusivement en diffusion mobile, c'est vertical, etc. Maintenant, il y a même une typologie de contenu à produire qui est différente selon les emplacements où on va communiquer. Une story, un Reels, un fil d'actualité, du Facebook ou du Messenger, ça va être des formats différents. Donc ça, c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec les agences créatives, avec les agences internes ou les départements créatifs internes des annonceurs, ou même avec des boîtes d'adtech qui travaillent justement à démultiplier ces contenus. Parce qu'on sait aussi que plus on a de contenu créatif de bonne qualité sur nos plateformes, plus c'est efficace, ça permet de faire de l'A/B testing, ça permet à nos algorithmes de trouver quels sont les meilleurs contenus créatifs. Ça veut dire que vous faites des recommandations, clairement, des guidelines ou des... Alors, on a des guidelines créatives, des bonnes pratiques. On est capable de montrer dans le passé ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et surtout, ce qu'on pousse à faire, c'est développer... j'ai pas envie de dire une multitude, mais en tout cas pour chaque campagne, plusieurs assets créatifs que vous allez pouvoir, entre guillemets, donner à l'algorithme. Et c'est l'algorithme qui va lui-même trouver lequel fonctionne le mieux. Et potentiellement, lequel fonctionne le mieux par rapport à une audience spécifique. Et donc, je vais lancer par exemple une campagne avec 5 vidéos différentes. Et au final, l'algorithme, au début, il va commencer par tester. Puis il va trouver que la vidéo 1, elle répond bien sur les femmes de moins de 30 ans. Puis la vidéo 2, c'est plutôt pour les hommes de plus de 45, etc. Et au final, c'est lui qui va décider quelle vidéo il diffuse à qui, à quel moment, parmi les 5 qu'on a données. Et donc ça, plus on peut en mettre, entre guillemets, alors le but, c'est pas d'en mettre des centaines, mais en tout cas, ça permet de faire même pas de l'A/B testing, mais en fait de laisser l'algorithme trouver les meilleurs. Ça veut dire que les moins bons, finalement, l'algo, les stocks... Ils sont utilisés pour ce qu'on appelle la phase d'apprentissage, donc pendant les premières heures de la créa. On va quand même les montrer à certaines personnes, mais si on voit que ça ne convertit pas, alors là on n'est pas dans un objectif de conversion, par exemple dans une vidéo, on va être dans un objectif de consommation. Donc si on voit que la vidéo numéro 3, elle est jamais vue plus de 3 secondes, on va se dire elle accroche pas, on va la déprioriser et elle ne sera pas sur les 99% du budget de la campagne qui va rester, elle sera plus poussée. Donc ça c'est très clair, ça c'est pour parler du haut. Ouais, exactement, ça c'est la marque. Exactement. Ensuite, si on passe au truc d'après, on a beau parler énormément de e-commerce pour un marchand qui en tout cas a des magasins ou autres, 85% du business continue à se faire dans les magasins. Et donc, un des gros sujets pour ceux qui ne sont pas des pure players du e-commerce, les brick and mortar, ça va être le drive to store. Comment est-ce qu'on sait qu'évidemment, communiquer sur le digital, ça génère du e-commerce, mais ça génère également du trafic en magasin. Après, on va rentrer dans les sujets de mesure qui sont encore plus complexes que la mesure dans le digital, parce que on n'est plus sur le même device. On voit une publicité sur un mobile et derrière, on passe en caisse dans un magasin. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et ça, c'est particulièrement important, parce qu'il y a un sujet, on ne va pas forcément rentrer trop dans le détail aujourd'hui, mais c'est quand même un pilier clé de la communication dans la grande distribution, c'est la communication papier, le fameux prospectus, qui est énormément utilisé dans la grande distribution alimentaire, encore, même si en fait tout le monde est en train de le réduire, parce qu'il y a des changements
régulatoires, des changements et puis une conscience environnementale qui se développe et qui fait que petit à petit il y a une transition qui se passe vers le digital, mais ça reste un média encore aujourd'hui très, très puissant, et pas uniquement dans l'alimentaire, aussi dans la grande distribution spécialisée. Et ça aujourd'hui, tu vois, c'est un des exemples clés de comment on accompagne les annonceurs dans leur stratégie Drive to Store, c'est comment on les aide à transitionner du média papier vers le média digital, parce que ce prospectus, encore une fois, c'est le cœur du plan d'action commercial. Donc l'idée, si je suis ton raisonnement, c'est que finalement le prospectus qui n'arrive plus dans la boîte aux lettres, ou qui n'arrivera plus dans la boîte aux lettres, il va arriver sur ton téléphone, au travers, finalement, comme tu le disais tout à l'heure, le produit qui arrive au consommateur. C'est faire la promotion d'un point de vente. Donc il y a probablement des notions de géolocalisation, de flux locaux. Ouais. De flux locaux. C'est comme ça qu'il faut le comprendre en fait. Oui, exactement. Alors il y a ensuite là, pareil, on va pas forcément rentrer dans le détail, mais tu as des prospectus ou des offres qui sont nationales, et puis tu en as ensuite qui sont différentes selon les magasins et notamment selon les formats. Quand tu es en hyper, en super ou en proxy, ça va pas être les mêmes prospectus. Mais oui, là, on va rentrer justement dans une technicité qui est de se dire, si je diffuse un prospectus digital autour du Leclerc ou du Carrefour d'Avignon Nord, en effet, ce sera pas le même que potentiellement celui d'Avignon Sud ou celui de Ouest. Et vous avez le moyen de mesurer l'impact de ces campagnes-là sur les points de vente ? Oui, alors il y a ça, là, si on rentre dans l'aspect justement de la mesure, il y a pas mal, comme je disais tout à l'heure, le mesurer sur le digital, ça peut paraître simple. En fait, c'est quand même assez complexe, mais ça peut paraître simple parce qu'on reste dans les mêmes univers, entre guillemets. Donc, on sait qu'on peut suivre les comportements des clients sur nos plateformes, à l'extérieur de nos plateformes, réconcilier ça et arriver à peu près à comprendre qu'est-ce qui amène quoi. Lorsqu'on sort de l'environnement digital et qu'on convertit en magasin, c'est plus complexe. Il y a en gros 2 moyens de le faire. Il y a un moyen via des solutions externes qui, en gros, vont mesurer de la visite en point de vente. Donc ça, c'est de la réconciliation entre des expositions publicitaires sur mobile ou sur desktop, et puis derrière du passage en magasin selon différentes technos. Mais ça, c'est des prestataires externes à Facebook. Nous, en interne, on travaille sur ce qu'on appelle les conversions magasins. Donc c'est notamment tous les retailers qui ont des programmes de fidélité ou qui ont la possibilité en fait d'identifier une conversion en magasin. Et ça, c'est de la donnée qu'on peut ensuite venir rapprocher de la donnée d'exposition publicitaire sur Facebook, et donc comprendre que telle personne qui a vu une publicité tel jour est ensuite venue convertir en magasin. Il n'y a pas un tracking de géopositionnement qui est utilisé pour dire, par exemple, je suis sur mon téléphone chez moi, je vois ce contenu m'incitant à me rendre dans ce point de vente-là, et après le téléphone il est relié au GPS, et se dire tiens, ce téléphone il a vu cette pub et j'ai vu qu'il avait été dans ce point de vente. Ouais, non, ça c'est une solution qu'on avait dans le passé qui s'appelait la solution Store Visit, et qui a été dépréciée il y a quelques mois, enfin en tout cas l'année dernière maintenant. Donc aujourd'hui, c'est pour ça a été substitué par des solutions externes, donc des annonceurs, je pense que c'était quelques-uns, des AdSquare, des Kairos ou autres, qui vont proposer ces solutions potentiellement à des marchands. Mais nous, aujourd'hui, on se base vraiment sur cette donnée de transactions réelles, on va dire, parce qu'elle est encore plus fine. Là, on parle d'une vente, pas forcément d'une visite. Ouais. Alors, on sait que selon les types de marchands, parfois une visite égale une vente, mais enfin... Si on va par exemple chez Ikea, chez Maison du Monde ou chez Castorama, une visite n'est pas forcément égale une vente. Il y a beaucoup de showrooming, il y a des gens qui viennent plusieurs fois avant de convertir, etc. Donc là, on se base sur de la vraie donnée, en plus de la donnée qui peut être plus granulaire, parce qu'on peut avoir accès au nombre d'articles, au panier moyen, et voir, typiquement, on peut faire des analyses qui montrent dans mon Drive to Store, dans les vente incrémentale que j'ai générée en magasin, est-ce que c'est dû à du panier, est-ce que c'est dû à des visites supplémentaires? Maintenant, le WhatsApp et Messenger là-dedans, parce que en fait, on comprend très bien ce que tu viens de dire. Et comme on utilise en tant que consommateur WhatsApp et Messenger pour communiquer avec nos potes, nos familles,
comment le commerçant se saisit de ces outils pour rentrer en relation avec ses consommateurs. Exactement. Et tu viens de le dire, le point important. Donc là, on a parlé de la marque, du drive to store, du e-commerce. C'était les 3 premiers blocs. Et le dernier, comme tu dis, c'est ce qu'on appelle la relation client, qui est absolument clé, que ce soit dans le e-commerce ou dans la grande distribution. Et nos plateformes, ou que ce soit WhatsApp ou Messenger, comme tu l'as dit au début, c'était des plateformes C2C, pour parler entre copains, maintenant beaucoup plus avec les collègues même. Ouais. Je vois ici, là, tout le monde communique sur WhatsApp. Nous, on voit sur nos plateformes qu'elles sont de plus en plus utilisées maintenant pour également communiquer avec des marques et des entreprises. On a par exemple aujourd'hui, nos plateformes de messagerie, c'est principalement WhatsApp, Messenger, mais également ce qu'on appelle Instagram Direct. C'est la possibilité sur Instagram de rentrer en contact avec une page. On a ça chaque semaine 1 milliard de personnes qui communiquent avec une entreprise sur ces 3 différentes messageries. Donc ça veut dire quoi? Concrètement, l'entreprise, je suis sur WhatsApp, ouais. Je rentre un numéro d'entreprise ou comment ça fonctionne? Si, ça va être différent. Je suis sur Instagram, c'est très simple, je vais sur le profil de la marque, L'Oréal ou Carrefour, et je leur envoie un message privé. Sur Facebook, qui est donc relié à Messenger, ça va être la même chose. Sur WhatsApp, aujourd'hui, le moyen de rentrer en conversation avec une entreprise, si elle a d'ailleurs un compte WhatsApp, toutes les entreprises n'ont pas un compte WhatsApp professionnel, ça peut se faire soit en rentrant directement le numéro de téléphone, auquel on a accès. Il y avait par exemple à une époque, lorsque Carrefour avait lancé le concept Supéco, qui est un concept un peu discount chez Carrefour, il y avait à l'entrée du magasin le numéro WhatsApp pour rentrer en contact avec le directeur du magasin. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est simplement flasher un QR code qui ouvre une conversation avec l'annonceur sur WhatsApp. Et alors, le compte professionnel WhatsApp, en quoi il est différent du compte professionnel que nous, on connaît tous? Comment ça fonctionne? Est-ce que derrière, finalement, les helpdesk il y a beaucoup de monde quand même derrière. Ils ont un accès avec les outils CRM à WhatsApp, c'est intégré dedans. Comment ça fonctionne? Alors ça, en effet, lorsqu'on a un service client chez un annonceur, derrière, l'objectif, lui, c'est qu'il puisse, entre guillemets, gérer toutes les demandes, quel que soit le canal. Et d'où qu'elles viennent. Le vrai intérêt également des messageries par rapport soit à l'email ou au téléphone, c'est que ça permet d'automatiser un certain nombre de réponses. Et donc le but aussi de développer le service client sur ces messageries, c'est qu'il y a pas mal de questions clients, le fameux FAQ. On sait que 80% du temps, elles vont tourner autour de 5 questions récurrentes qui sont où en est ma commande, à quelle heure est ouvert le magasin, où est-ce que vous avez tel produit. Et ça, entre guillemets, il n'y a pas forcément il n'y a pas besoin de service client derrière, il suffit simplement de l'automatiser avec un peu de NLP ou autre. Et lorsque la conversation devient trop complexe, pour l'intelligence artificielle, là on passe ce qu'on appelle un transfert, un protocole de transfert, et on passe vers un agent qui lui la reçoit la conversation, qu'elle vienne de Messenger, de WhatsApp ou de n'importe quel autre canal de com. C'est intégré à son outil. Enfin, les outils aujourd'hui côté annonceur permettent de s'intégrer directement avec ces canaux. Ouais. Ok, bon ça c'est hyper clair. Je voudrais qu'on parle enfin je pense qu'on a bien compris la façon avec laquelle les 4 plateformes sont au service du commerce. Je voudrais qu'on prenne un peu de hauteur. Je le disais en introduction, le live shopping est quelque chose qui apparaît de plus en plus. Ces derniers mois, il n'y a pas une semaine où on n'entend pas un annonceur partager l'expérience qu'il a eue de live shopping. Quels sont les rôles des plateformes comme les vôtres par rapport à ces enjeux? Parce qu'on ne peut pas imaginer finalement qu'elles soient complètement en dehors du live shopping. Est-ce qu'il y a même des solutions technologiques qui vous mettez à disposition des annonceurs pour pouvoir faire du live shopping? C'est quoi alors le point de vue de Meta sur ça? Ouais, alors en effet, le live shopping, on l'a vu comme tout le monde beaucoup exploser pendant le confinement, et puis on s'aperçoit qu'en fait ça dure bien après et que c'était pas simplement de la hype. Nous, on voit aussi nos utilisateurs qui sont très appétents au live. Aujourd'hui, sur l'ensemble de nos plateformes, il y a 800 millions de personnes qui chaque mois regardent des lives, soit des lives personnels ou des lives de marque. Donc on voit que ce sont des parts importantes de nos utilisateurs. Nous,
en fait, moi, je vois le live de deux manières. On a bien évidemment la possibilité nous-mêmes d'héberger des lives. Donc, lorsque Carrefour, Boulanger, Cdiscount ou autre fait un live, il peut le faire sur Facebook, sur Instagram. Et on est aussi, en parallèle, un gros provider de trafic pour des lives qui se passent en externe, directement sur le site de l'annonceur ou sur des plateformes tierces, des Cast, des Red Pill ou autres. Et évidemment que nous, avec 40 millions d'utilisateurs sur Facebook, le gros problème aujourd'hui du live, c'est pas forcément la technique ou autre, c'est de faire venir des gens et de les faire rester. Et il n'y a rien de pire que de passer une semaine et de les faire acheter. Et on espère que si le live est bon et qu'ils le regardent, derrière ça puisse convertir. Mais lorsqu'on voit le temps que ça prend aujourd'hui de préparer un live, la prod, lorsqu'on fait ça avec des influenceurs, il faut aussi les rémunérer et tout, et qu'au final on se retrouve de manière naturelle ou organique avec quelques dizaines ou centaines de personnes qui regardent, et donc potentiellement pas beaucoup qui vont acheter, on se dit que c'est un petit peu dommage. Donc il y a une vraie prise de conscience par rapport au tout début sur le live. En fait, au début tout le monde en faisait, et puis entre guillemets, on était à la limite, on se fichait un petit peu de voir combien il y avait de personnes sur le live, fallait en faire pour en faire. Maintenant, il y a un vrai sujet de se dire, si j'en fais beaucoup ou autre, il faut que ça me rapporte. Donc pour que ça me rapporte, il faut qu'il y ait du monde qui vienne et ensuite que ça convertisse. Et pour qu'il y ait du monde qui vienne, il faut aussi le médiatiser, en parler. Et donc nous, encore une fois, soit on emmène du trafic, soit on héberge directement les lives chez nous. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qui est important de voir aussi, aujourd'hui, les fonctionnalités ça, vous le faites, pardon, de te couper. Avec un annonceur, vous travaillez ensemble cette stratégie. L'annonceur qui dit, voilà, moi, j'ai cette vente en live shopping qui est prévue pour dans 2 mois. Comment, ensemble, vous allez m'aider, enfin, on va travailler le truc, c'est ça? C'est un peu en mode projet pour pouvoir arriver à ça? Comment ça fonctionne? Il y en a tellement... J'aime bien de concret, tu vois. Non, mais tu as complètement raison. Et aujourd'hui, en fait, il y en a tellement. Nous, on a beaucoup d'annonceurs, ils nous disent, c'est très simple. En 2022, c'est 2 lives par semaine, donc c'est 104. Donc autant dire que là, mes équipes, ils peuvent pas s'occuper, et c'est pas leur rôle de s'occuper de chaque live. Donc nous, on va vraiment être là pour donner des recos et de se dire, voilà, en fait, un live, ça se travaille 7 jours avant. 7 jours, vous faites le teasing. Ensuite, c'est de la formation, finalement. Ouais, oui. Alors, une partie, moi j'appelle une partie du rôle de mes équipes, c'est former, évangéliser aux bonnes pratiques pour être sûr que tu as les meilleurs outils. Enfin, on est assez persuadé qu'on a des outils très efficaces. Derrière, il faut savoir les appréhender et bien les utiliser. Donc une grosse partie, c'est ça. D'ailleurs, souvent, les annonceurs sont accompagnés d'agences, et c'est les agences médias qui, eux, vont mettre en ligne, etc., les campagnes. Nous, on fait rien. On est vraiment... Et c'est pour ça, pour revenir au tout début au sujet du conseil, on a un rôle de conseil, en fait, vis-à-vis de nos annonceurs. Et donc, pour revenir là sur, par exemple, le live, on va leur dire, voilà, 7 jours avant, il faut créer l'événement, 3 jours avant, il faut faire le teasing, 2 heures avant, tu vas envoyer un compte à rebours et tout, et puis au moment du démarrage du live, tu vas lancer une campagne de ce qu'on appelle de accélérer, parce que justement un des enjeux sur le live, c'est de se dire c'est sur une période courte. Les algorithmes, ils aiment pas trop les trucs courts, tu vois, en général ils ont besoin d'apprendre, donc les campagnes pour s'optimiser, elles ont besoin de quelques heures, quelques jours. Là, on va pousser l'algorithme à diffuser très vite, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait pas mal de monde qui vienne sur 15, 30, 45 minutes de live. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va accompagner les annonceurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. On parlait du check-out avant. Aujourd'hui, aux États-Unis, tu peux avoir des lives sur Facebook et sur Instagram et acheter en direct. Donc, tu as, par exemple, une marque ou un annonceur qui va présenter un Thermomix ou un lipstick. Tu vas avoir la fiche produit qui va apparaître en bas du live. Et si tu as déjà rentré tes coordonnées bancaires et ton adresse de livraison, tu cliques, ça le met au panier. Et à la fin du live, tu vas voir ton panier. Tu avais mis 3 produits dans la wishlist. Il y en a un, finalement, t'es allé un peu trop vite, tu t'es un petit peu chauffé. Allez, je l'enlève, il n'y en a plus que 2, j'achète, et voilà. Et là, et on peut imaginer, même à terme, du coup, des lives multimarques ou autres. Mais c'est un bon... c'est pas encore disponible. C'est pas encore disponible, mais justement, c'est une bonne transition sur les questions de prospective que je proposais en introduction. C'est quoi l'avenir des réseaux sociaux, et enfin du couple réseau social et commerce? Est-ce que c'est justement le live shopping? Je parlais d'un concurrent quelque part, WeChat, parce qu'ils ont très tôt connecté tout ça.
est-ce qu'on va vers un modèle qui ressemble à ça? C'est quoi la suite? Non, alors, si tu veux vraiment nous, on développe de plus en plus de solutions vraiment dédiées au commerce. Ça a été dit par Mark Zuckerberg, une des grosses priorités de l'entreprise maintenant, c'est le commerce. Et donc de proposer sur l'ensemble de nos plateformes l'expérience la plus fluide possible pour un utilisateur. Je découvre une marque sur Instagram, je vais l'acheter sur Facebook et demain je vais converser pour demander un remboursement parce que j'ai jamais reçu mon produit sur WhatsApp ou sur Messenger. Donc cette logique d'intégration des différentes plateformes, elle est absolument clé. C'est dans ce cadre-là qu'on avait annoncé il y a plus d'1 an le lancement de Facebook et d'Instagram Shops, qui sont des mini-sites virtuels au sein de nos plateformes qui permettent, et c'est notamment intéressant certes pour les grandes marques, mais pour beaucoup de TPE, PME qui à l'époque n'avaient pas forcément de site ou autre. Donc on voit le paiement natif, Facebook et Instagram Shop, le développement, là on a parlé du live shopping, mais il y a quelque chose sur lequel on avance aussi beaucoup, et qui est une brique des futurs métaverses, c'est la réalité augmentée, qui permet aussi d'avoir un e-commerce. Moi, je crois assez à ces deux technologies. Enfin, il y en a un, c'est pas vraiment une technologie, c'est un comportement, et l'autre, c'est une technologie, qui sont le live shopping et la réalité augmentée. Parce que, en fait, pour moi, c'est vraiment deux choses qui vont venir un petit peu bouger et secouer le e-commerce. Ta réalité augmentée, c'est avec un masque? Alors non, la réalité augmentée, elle peut très bien se faire sur mobile. Ça, c'est la réalité virtuelle où on rentre dans un monde virtuel. La réalité augmentée, c'est je vois une publicité, par exemple Ikea ou Maison du Monde pour un canapé, et lorsque je clique dessus, ça ouvre mon appareil photo, et ce même canapé, du coup, je vais le voir directement dans mon salon, dans le salon où je suis. Et en fait, donc réalité augmentée et live shopping, pour moi, c'est vraiment ce qui va venir transformer un peu le e-commerce qui, mine de rien, en 20 ans, n'a pas tant évolué que ça. Enfin, ça va transformer l'expérience d'achat. Exactement, et ça va transformer l'expérience d'achat. Mais au final, c'est quand même parce que le e-commerce, c'est passé de l'ordinateur au mobile, on a vu les marketplaces se développer, etc. Mais l'expérience en elle-même n'a pas fondamentalement changé en 15-20 ans. C'est un catalogue produit, maintenant il y a des avis, ok. Donc moi je crois assez à réalité augmentée et live shopping, parce qu'elles amènent deux choses différentes. Réalité augmentée, elles viennent casser un truc qui est dans le e-commerce, je ne peux pas tester. Je ne peux pas toucher un produit, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le mettre chez moi. Mon canapé, je le vois sur un fond blanc, je ne sais pas comment il donne dans mon salon. Là, je regarde mon lipstick, je vois à peu près la couleur que c'est, mais je ne sais pas si ça va bien passer sur mes lèvres. La réalité augmentée, ou mes lunettes, si par rapport à l'écartement de mes yeux, elles vont bien rendre ou pas. Donc la réalité augmentée, ça vient, entre guillemets, résoudre ce souci. Le live shopping, ça vient, entre guillemets, aujourd'hui... en plus de la description produit sur ta fiche et des avis clients. Tu as vraiment une authenticité et une présentation sous toutes les coutures. Donc, ces deux choses... Si je comprends ce que tu dis, finalement, tu regarderas un live shopping, tu vois un canapé dans ton live shopping, et tu vas pouvoir, avec la réalité augmentée, te dire, attends, avant de cliquer pour l'acheter, je vais reprendre mon portable, et puis je vais l'imaginer. On peut très bien imaginer, à terme, l'intégration des deux. De te dire en effet, ma fiche produit, avant même de pouvoir simplement y accéder, quand je clique dessus, ça va ouvrir de la réalité augmentée. Ouais. On commence à travailler, il n'y a rien de public aujourd'hui, mais avec des annonceurs sur la réalité augmentée. Alors la réalité augmentée, il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, elle va surtout s'adresser à des secteurs particuliers, donc beaucoup la maison, home improvement, déco, etc., le fashion et la beauté cosmétique. Dans l'alimentaire, on voit encore pas forcément les use case aujourd'hui. C'est pas encore. Ou alors ils arriveront peut-être. Ou alors c'est de la gamification, tu vois, c'est du filtre pour se mettre dessus, mais il n'y a pas forcément d'usage business. Dans la maison et dans la cosmétique, c'est déjà là depuis un certain temps, et ça va clairement s'accélérer. En plus de ça, avec le développment petit à petit du métaverse, c'est une des briques. La réalité. Et justement, le métaverse, c'est dur de ne pas en parler. Vous avez changé de nom pour vous appeler Meta. On entend beaucoup de choses sur le métaverse. Ça génère beaucoup d'émotions. Il n'y a pas une journée, je pense, où on ne peut pas lire un papier sur le métaverse. Le métaverse et le commerce.
as commencé à faire cette passerelle. Ouais. Comment on peut le voir, ou comment vous, chez Meta, vous le teasez, entre guillemets? C'est quoi la promesse à laquelle on peut s'attendre? Ouais. Alors, juste peut-être, avant de répondre à ta question, je pense que c'est très important de le rappeler, c'est que le métaverse, c'est la prochaine révolution de l'Internet. On est le 3e chapitre, etc. Il y a eu l'ordinateur, le mobile, demain il y aura l'Internet immersif. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Mark Zuckerberg, il a dit, c'est ce qui va façonner la décennie à venir et les décennies à venir après. Il parle pour le métaverse de Facebook, Horizon, de 1 milliard d'utilisateurs en 2030. Aujourd'hui, on avait 3,6 milliards d'utilisateurs. Donc ça veut dire que même en 2030, selon Mark Zuckerberg, il n'y aura qu'une partie. Ouais, ce ne sera pas encore mature. Un autre, là je cite une source externe, Gartner, ils disent 2026, il y aura peut-être 25% de la population qui a accès à Internet qui passera 1 heure par jour dans le métaverse. Donc ça fait tout de suite évidemment de très gros volumes. Mais voilà, c'est important de garder en tête que ça va prendre du temps. Et tu as raison de le préciser, le métaverse aujourd'hui, tel que, avec ce qui existe déjà, les plateformes comme The Sandbox, ou les choses comme ça, c'est encore très dédié aux gamers, une population occidentale, masculine, souvent. On n'est pas encore dans un concept universel. C'est ça. Et l'universalisation ou la démocratisation du métaverse, et après je répondrai à ta question sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le commerce, qu'est-ce qu'on pourra faire en termes de commerce là-dedans. Cette démocratisation, elle va passer par 2 choses, comme un peu tout marché. La première, c'est comment j'accède au métaverse. Aujourd'hui, il y a des métaverses qui ne sont pas immersifs, par exemple, tu l'as mentionné, Sandbox ou autre, mais les métaverses qui vont se développer dans le futur et qui viendront vraiment apporter des nouvelles expériences, ce seront celles qui seront en réalité virtuelles, que ce soit pour les méthodologies, les modes de travail, le shopping ou autre. Donc ça veut dire rentrer via un hardware. Aujourd'hui, ce sont des casques. Et ces casques, ils s'améliorent de jour en jour, et on sait qu'à terme, ce sera peut-être plus des casques, mais des lunettes ou autres. Donc faciliter cette entrée dans le métaverse, c'est le premier point. Et ensuite, c'est les gens iront dans le métaverse s'il y a des expériences sympas, intéressantes à faire. Donc si faire ma réunion de travail dans le métaverse est mieux que la faire en Zoom ou sur Teams ou autre, si mon expérience de shopping elle est plus sympa que sur un site internet classique, ou si mon gaming de jouer aux échecs au lieu de jouer sur mon mobile, c'est plus sympa de le jouer dans une salle d'échecs virtuelle ou autre. Donc c'est le développement d'un côté des contenus et d'autre l'accessibilité qui va faire que petit à petit ça va entre guillemets démocratiser cette technologie, et c'est pour ça que ça va pas se faire du jour au lendemain. Maintenant, si on regarde le commerce, moi je vois 2 choses. D'un côté, on en a commencé à en parler avec comment est-ce qu'on peut, j'ai pas envie de dire dépoussiérer, parce que c'est pas du tout le bon terme, mais comment est-ce qu'on peut continuer à faire évoluer le e-commerce. On a parlé de live shopping, on a parlé de réalité augmentée. Il y aura un espèce de e-commerce augmenté dans le métavers, donc l'achat de produits physiques que je recevrai chez moi à mon adresse postale. Mais avant ça, j'aurais pu être dans un monde virtuel, dans le flagship d'une entreprise virtuelle, échanger avec un conseiller virtuel ou avec d'autres clients de ce même produit, le voir sur toutes les coutures, avoir une expérience immersive autour de ce produit ou de cette marque. Et l'autre chose, et on en est au tout début, et c'est la création d'un nouveau marché, c'est le développement de produits 100% digitaux. Ouais, alors tu parles des NFT, dont les NFT font partie. Un produit digital n'est pas un NFT. Un NFT est un produit 100% digital, mais pas le contraire. Et ça, c'est un nouveau marché. On voit que certaines marques s'y sont déjà plongées, Nike, Adidas, pas mal de marques de luxe. L'Oréal a lancé il y a déjà quelques mois ou même 1 ou 2 ans maintenant une ligne de cosmétiques 100% virtuelle, qui n'existe pas matériellement, qui est 100% virtuelle pour les vidéoconférences, pour les filtres ou autres. Donc on voit que ce marché naissant se développe aussi. Donc il y aura
un e-commerce augmenté, des marchés, enfin des biens physiques, mais découverts dans un monde immersif. Et puis, il y aura ces produits digitaux qui viendront agrémenter ce métaverse. Que plus les gens vont passer du temps dans ce métaverse, si selon Gartner, les gens, 25% de la population passe 1 heure de son temps chaque jour dans le métaverse, et ben peut-être qu'on aura besoin d'habiller ses avatars, de customiser sa salle de réunion. Les gens qui ont des enfants adolescents aujourd'hui ou autres qui peuvent jouer à des jeux en ligne voient que ça existe déjà, hein, les fameuses skins, c'est-à-dire les affaires qu'on s'achète dans ces jeux virtuels, sont déjà un marché. C'est hyper intéressant. Il y a une question qui me vient. Finalement, quand je t'écoute, il y aura peut-être 2 mondes. Le monde digital qui sera en 2D et le monde du metaverse qui sera en 3D. L'un va pas remplacer l'autre, on est d'accord? Non, et d'ailleurs, le métaverse, encore une fois, tu disais aujourd'hui, Sandbox, tu rentres pas dedans via un casque, et pourtant, c'est du métaverse. Métaverse ne veut pas forcément dire réalité virtuelle. Donc, il y aura il y a la troisième dimension, dans le sens où, aujourd'hui, dans Sandbox, ou comme dans beaucoup d'autres, même Fortnite, hein, quelque part, tu es dans un environnement en 3 dimensions. Alors, tu n'as pas le casque de VR qui te donne l'impression d'être immergé à l'intérieur, mais tu évolues dans les 3 dimensions. Quand tu es sur la page Facebook ou Insta de ton compte, c'est à plat, quoi. C'est en 2 dimensions. Ça va continuer à coexister, ces 2. Ouais, mais au même titre, j'ai même envie de rajouter les 3 avec le monde physique. Parce qu'on se pose souvent la question, est-ce que le métaverse ne va pas remplacer le monde physique? Bien sûr que non. Et évidemment que non. En fait, comme toute technologie, elle va être là pour prendre sa place là où elle amène vraiment une valeur ajoutée, une valeur différenciante. Donc en fait, moi, si je peux faire des réunions avec mes équipes parce que physiquement ils sont à côté de moi, je ne mettrai jamais un casque pour voir leurs avatars s'ils sont à côté de moi. Donc je continuerai à les faire de manière physique. Si ça n'apporte pas de valeur d'aller dans un monde immersif et que je peux très bien le faire de mon mobile en 2D, bah, je le ferai sûrement de mon mobile. Par contre, toutes les expériences aujourd'hui qui ne sont soit pas faisables ou alors qui ne sont pas optimales, et ben celles-ci, elles pourront se passer et se développer dans le métaverse. Bon, mais merci beaucoup pour tous ces éléments de compréhension, en fait, de prospective. Pour conclure, tu as commencé à en parler un peu, tu l'as cité, mais comment aujourd'hui tu peux illustrer les outils qui sont à la disposition de tes clients? Quel est le cas que tu peux nous partager? Je crois que tu as évoqué Carrefour. Voilà, alors aujourd'hui on travaille avec la plupart des gros annonceurs sur un peu toutes les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, construction de marque, e-commerce, drive to store, relations clients, commencer à discuter du métaverse et des expériences qui pourront potentiellement construire dans les mois ou dans les années à venir. Et je peux en parler ouvertement parce qu'on en a parlé publiquement il y a quelques mois, mais on a annoncé lors des Digital Days de Carrefour fin 2021 un partenariat stratégique entre Meta et Carrefour, où justement ça illustre bien l'ensemble des sujets sur lesquels qu'on va travailler ensemble. On a parlé tout à l'heure de la digitalisation du prospectus. Gros enjeu pour Carrefour, qui a des engagements forts en termes de RSE et qui veut continuer à communiquer sa promotion commerciale à l'ensemble des Français. Gros travail sur la marque, la transition alimentaire, qui était un des piliers du mandat d'Alexandre Bompard. Un sujet qu'on n'a pas trop abordé aujourd'hui, mais qui est super important aussi, qui est le marketing local. Comment je redonne la main à souvent des franchisés ou en tout cas des patrons de magasins sur l'animation vraiment de leur communauté locale et de leur page Facebook. Et ça, on a des outils aussi pour le faire. Travailler sur la réalité. Alors, le métaverse, évidemment, mais on travaille aussi sur la réalité virtuelle et notamment la réalité virtuelle pour former les employés. Ça fait aussi partie du pilier chez Carrefour. Former les employés de Carrefour, ça veut dire les vendeurs, les personnels en magasin, les personnels en magasin, les personnels en entrepôt, les gens qui font du picking avec la croissance du e-commerce, comment faire du picking e-commerce dans des entrepôts, dans des drives piétons,
On est en train de construire ces cases avec eux. Ils sont également dotés de notre outil de communication interne Workplace. Voilà, ça c'est l'exemple d'un partenariat et évidemment, j'ai pas mentionné tout le travail qu'on fait avec eux sur la data, le CRM, le e-commerce, la mesure et ça montre bien pour revenir et boucler la boucle à ce qu'on se disait au début et ma feuille de route chez Meta qui était de construire des partenariats stratégiques comme on a avec Carrefour qui impliquent l'ensemble de l'entreprise. D'ailleurs, on a des sponsors au niveau de la marque, au niveau du e-commerce, au niveau de l'IT, parce qu'aujourd'hui, ce sont vraiment des projets transformants pour l'ensemble de la société. Donc, on l'a annoncé publiquement avec Carrefour, mais évidemment qu'on travaille sur ce genre de projet également avec d'autres grands annonceurs. Là, ça veut dire que vous avez concrètement un engagement qui est beaucoup plus opérationnel avec Carrefour quand vous faites des partenariats stratégiques là-dessus. Il y a un suivi qui est plus proche. Ensuite, on a une gouvernance avec évidemment des chefs de projet. La personne qui va s'occuper de la digitalisation du prospectus, c'est pas la même personne qui va. J'ai oublié de mentionner, mais on travaille avec eux beaucoup sur la partie customer care, donc service client sur Messenger et sur WhatsApp. Carrefour est assez avancé sur ces sujets-là. C'est pas les mêmes personnes et on a des sponsors. C'est notamment Elodie Bertuiseau chez Carrefour qui est sponsor de ça et on travaille régulièrement avec tous les chefs de projet et puis il y a une gouvernance, un steering committee pour s'assurer que les projets avancent bien. Enfin de la vraie gestion de projet, de la vraie roadmap stratégique. Mais c'est bien, tu vois, je te disais, il faut être concret. Non, mais il faut pas se raconter des histoires parce que souvent, enfin. On la raconte bien l'histoire, mais concrètement, il y a plein de choses qui se passent et je crois que c'est important aussi de raconter que derrière, opérationnellement, il y a une organisation qui tient la route. Des gens, du boulot et des heures passées ensemble en physique à bosser. Non, mais c'est vrai que c'est important. Guillaume, merci beaucoup pour cet échange. Merci de nous avoir apporté un éclairage intéressant sur la façon avec laquelle réseaux sociaux et commerce marchent ensemble et puis finalement les évolutions auxquelles il va falloir s'attendre dans les prochaines années. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et je vous remercie pour les messages de soutien que vous me faites parvenir. Je pense que si on veut suivre Guillaume sur LinkedIn, c'est pas mal, non? C'est ça? Comment on fait si on veut te suivre? On me trouve, on tape Guillaume Cavaroc, a priori, je suis le seul. Merci aussi à ComExposium, l'organisateur du One-to-One Retail e-commerce de Monaco, où d'ailleurs nous enregistrons cette interview pour leur support. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter toutes les interviews sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lesdigitaldoers.com. Guillaume, à bientôt. Bientôt, merci.